La lecture ce soir va parler de la translittération comme forme de résistance, autant spirituelle, sensuelle et linguistique. La translittération, c'est la conversion, c'est le changement d'alphabet dans la même langue, d'un alphabet à un autre. Avant de s'y lancer, je voulais parler un peu de livres dont Lionel a mentionné. Nous, on a commencé comme une sorte de groupe de lecture à mi-chemin entre Oprah Winfrey et Attila the Hun, dans le sens où les livres, pour nous, ce sont des livres comme plateforme de recherche, ce ne sont pas des catalogues, et je pense qu'il y en a qui restent des livres à la librairie. Les livres, pour nous, c'est le centre de notre œuvre, dans le sens où ce n'est pas une après-pensée, ce n'est pas un catalogue, on ne demande jamais à quelqu'un d'écrire sur nous, parce que dans le milieu de l'art, la plupart des gens ici, je pense qu'ils sont issus dans le milieu, mais pour ceux qui ne sont pas, dans le milieu de l'art, il y a une sorte de pratique, une coutume qui fait qu'on est invité pour une expo. On a une partie du budget qui est consacrée à la catalogue. Moi, je fais appel à Jean-Max parce que c'est un critique et commissaire réputé. Lui, il écrit sur nous. Et donc, ça rejaillit sur nous. Et nous, comme artistes émergents, c'est bien pour lui. Donc, en fait, ça serait illégal dans n'importe quelle autre industrie. C'est une sorte de délit de faciès dans le milieu de l'art. Donc, nous, on ne permet pas des gens d'écrire sur nous. Plutôt, ce sont des sujets qui nous intéressent comme la politique linguistique, comme le miroir des princes, une forme de littérature de conseil pour les rois et les reines au Moyen-Âge, ou un journal satirique qu'on a traduit en anglais qui s'appelle Molla Nasreddin. La ressuscitation, résurrection, resuscitation. La résurrection, c'est de l'histoire, du savoir passé, c'est très important pour nous. Et j'utilise ce terme, même si je ne le connais pas en français, j'utilise le terme assez précisément dans le sens où la résurrection, elle est faite pour des choses, pour justement donner vie ou respirer ou inspirer quelque chose qui est presque sur le seuil de la mort, mais qui a aussi besoin d'être ravivé, revived. Et c'est une façon aussi, ça nous permet d'avoir une approche affective au savoir et non seulement une approche cérébrale ou analytique, c'est-à-dire de mettre carrément les lèvres sur les lèvres de l'histoire et respirer dedans. Un figure dont on a parlé aujourd'hui un peu, qui s'appelle Molla Nasreddin, est devenu une sorte de mascotte pour nous. Molla Nasreddin, c'était une figure folklorique du Moyen-Âge, du XIIe siècle, qu'on trouve partout où il y avait des communautés importantes musulmanes, donc de la Croatie jusqu'en Chine et jusqu'au sud, en Somalie et Soudan. Molla Nasreddin, c'est une sorte d'idiot savant qui dit des choses, des anecdotes. Je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu, mais je peux en raconter d'autres. Il y a une blague typique de Molla Nasreddin, c'est on lui demande par exemple pourquoi il est toujours assis à l'envers sur son âne. Et lui, il dit, ça ne sert à rien qu'on regarde dans la même direction. Donc c'est une sorte d'humour premier degré, un peu comme une ancêtre d'Ali G ou de Borat, à travers laquelle on peut raconter ou déceler des mœurs, des questions de relativisme, des questions décortiquer, des questions beaucoup plus complexes comme l'éthique, la moralité, etc. Et Nasreddin Hoxha, ou Joha, comme on l'appelle dans les pays arabes, est aussi une figure un peu anti-moderne dans le sens où il est toujours assis à l'envers sur son âne, donc il regarde le passé, mais il va vers le futur. Et c'est une position qu'on trouve assez correcte, vu l'ère amnésiaque et accélérée dans laquelle on vit. Cette question de grand écart, ou de mettre dans une page, dans un espace, dans une voie, deux choses qui sont considérées mutuellement exclusives ou antithétiques, c'est devenu une sorte de modus operandi pour nous. En anglais, tous les termes pour décrire ça, ce sont des termes, c'est même pas de l'anglais, c'est du latin, la plupart. Mais c'est, par exemple, même dans notre biographie qu'a cité Lionel, la question les deux pôles géographiques de l'ancien mur de Berlin et la Grande Muraille de Chine, normalement, on ne les met pas ensemble dans la même phrase. Ou les deux, disons, défis géopolitiques qui accompagnent ces murs, étant l'islam politique
et le communisme du XXe et XXIe siècle. Aussi, on le met rarement ensemble. Il y en a qui l'ont fait. Un exemple de ce qu'on appelle cette grande écart métaphysique, c'est une œuvre qui s'appelle Dig the Booty. J'essaierai de traduire en français. Jim, tu m'aideras. Dig the booty of monoglots, but marry my child a polyglot. Ça veut dire genre, si tu vas draguer des gens, draguer plutôt quelqu'un qui parle une langue, mais si tu vas être sérieux et vraiment tomber amoureux, vaut mieux trouver quelqu'un qui en parle plusieurs. Et en anglais, les gens qui commencent une phrase avec dig the booty, souvent ils finissent pas la phrase avec polyglotte ou monoglotte, parce que c'est deux registres de langue assez conflictuels. Dig the booty, c'est plutôt de la rue, et monoglotte et polyglotte, c'est autre chose. Et ici, c'est pas traduit en fait, c'est translittéré, transcrit, la transcription. Donc pour ceux qui comprennent des autres alphabets, c'est écrit dig the booty of monoglots, bat. Il n'y a pas de il n'y a pas de but en russe, donc bat, marry my child a polyglot. La translittération, la transcription, on a parlé aujourd'hui pas mal de la traduction, mais en fait la translittération c'est un peu comme le petit frère un peu trashy de la traduction, dans le sens où personne n'y pense, ce n'est pas considéré digne d'études, il n'y a pas de département d'université consacré à ça. Nabokov ne l'a pas fait, Edgar Allan Poe ne l'a pas fait, Baudelaire ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qu'on pratique tous ceux qui parlent une langue qui n'est pas écrite en lettres latines. Donc les Perses, on appelle ça Finglish pour le Farsi English, les Grecs Greeklish. Moi, je n'ai pas appris à taper sur un ordinateur en russe. J'écris le russe avec les lettres latines et basta. Mais c'est une façon aussi, comme on verra ce soir un peu, les alphabets, ils accompagnent les empires. On a tendance à penser que les alphabets sont innocents, mais l'alphabet latin, avec la montée du christianisme, l'arabe avec l'arrivée de l'islam, et le cyrillique avec l'orthodoxe, la christianisme orthodoxe, et 5 siècles plus tard avec le communisme dans le XXe siècle. Deux personnes qu'on n'a pas tendance à mettre ensemble aussi sont Mahomet et Marx. L'un, c'est le chouchou de gauche, un peu comme des amants un peu désabusés. On revient toujours au mec qui nous tape, c'est Marx. Et Mahomet est considéré de droite, alors que ce n'est pas forcément vrai. Mais récemment, il y a des gens, pas récemment, mais des gens chez vous d'ailleurs, comme Olivier Roy ou même Norman Brown, dont je voulais parler un peu, qui ont parlé des deux, de l'islam politique et du marxisme. Norman Brown, c'était un professeur de littérature comparée, un spécialiste de Blake, qui enseignait à Santa Cruz, au département de littérature comparée à Santa Cruz, à l'Université de Californie à Santa Cruz. Et il était connu comme une sorte d'écrivain un peu... il est devenu un peu un écrivain grand public dans le sens où le New Yorker le lisait, le citait. Il avait fait un livre où il a psychanalysé l'entièreté de l'histoire. Et tout d'un coup, dans les années 80, il arrête de poursuivre ses recherches sur Blake et sur le psychanalyste. Il commence à lire le Coran, en fait, parce qu'il considère que le Coran, c'est le texte moderniste par excellence, et que tous les gens qui ont essayé de comprendre le Coran avant le XXe siècle ne pouvaient pas le comprendre parce qu'on n'avait pas les atouts pour le comprendre. Et lui, il dit qu'avant l'arrivée de Finnegan's Wake de James Joyce, on ne comprenait pas en fait. Tous les gens qui lisaient le Coran considéraient que c'est n'importe quoi, le temps n'a pas de sens. Au contraire du Vieux Testament et du Nouveau Testament, le temps dans le Coran, c'est pas linéaire, mais c'est cyclique. Et les personnages transmogrifient, ils deviennent d'autres personnages. Donc d'un coup Joseph devient Haggard, et la page suivante, Haggard devient Jésus, Jésus devient Mahomet. Au contraire du Bible et du Vieux Testament, où Jésus reste Jésus, Moïse reste Moïse, etc. Et il va jusqu'à citer 110 des 114 sourates, donc les titres des chapitres du Coran, il les trouve dans le Finnegan's Wake de James Joyce. Et il dit, Norman Brown, il dit, je vais le dire en anglais, there are two types of social criticism alive in the world today, Marxism and Islam, two tired revolutionary forces, two tired old horses. But we would be mistaken to take comfort from their failure, because Marxism and Islam
agree on one proposition, there shall be one world or there shall be none. Donc, certains, quand ils entendent ça, ils ont peur parce qu'ils pensent à l'idée totalisante, homogène et monolithique. Mais je pense qu'il voulait dire autre chose, Norman Brown. Notre obsession avec la phonétique et la linguistique a commencé ou s'est manifestée dans un de nos livres qui s'appelle C'est un livre consacré au phonème ch, qui est un phonème qui propose une autre façon de penser la prononciation. Au contraire des phonèmes normaux, disons, pour énoncer le ch, il faut contraindre le passage de l'air à travers la gorge au lieu de pousser de l'air. Et le ch est considéré aussi comme une phonème sacrée dans 3 alphabets sur lesquels on s'est concentré. Dans l'alphabet arabe, dans l'abjad, il a la valeur de 100 qui est très important. Dans le kabbalisme, la Kabbalah, et d'ailleurs, par exemple, le mot pour la vie en hébreu, chet, commence avec le ch, et c'est le 8e valeur qui est le 8e jour de Sukkot, le 8e jour de circoncision, etc. Et dans l'alphabet cyrillique aussi. Le ch est intéressant aussi, nous on l'appelle un peu entre nous comme une sorte de phonème anti-impérialiste, parce que les Anglais et les Américains ne peuvent pas le prononcer. Donc, vous les Français, vous avez peut-être pas autant mal avec le R. Mais encore plus difficile que le ch, c'est le ra. C'est le raf, que très peu de gens ont. Et c'est celui-là qui existe en hébreu aussi, le raf. Chlebnikov, c'est un poète futuriste qui s'est penché sur le phonème ch. Il a identifié 40 mots pour connoter, pour décrire l'habitation ou l'abri, qui est très important pour les étymologues archéologiques. Les mots les plus importants, c'est toujours le soleil, la terre, l'abri. Et lui, il a identifié 40 mots qui commencent avec ch, qui veulent dire, dans des langues slaves, qui veulent dire l'habitation ou l'abri. D'ailleurs, comme son nom. Chlebnikov, si vous ne le connaissez pas, c'était un peu le collègue plutôt mélancolique de Mayakovsky. C'était le grand-père du futurisme, mais il n'était pas aussi macho, c'était pas le sportif comme Mayakovsky. Il était plutôt en retrait et il trouvait, en fait, lui, il argumentait, il disait que la Russie ne devrait pas se pencher vers l'Occident, comme elle a fait depuis Pierre le Grand, mais elle devrait plutôt regarder vers ses racines turco-ougriques et perses. Donc, ces racines, ce qu'elle a en commun avec l'Iran, les pays issus du turc et d'autres. Et donc, lui, il avait une théorie qui s'appelle Zaoum, et dans cette théorie, il parlait d'une déclinaison interne des mots. Donc, complètement à l'encontre du structuralisme, il disait qu'il y a une raison pour laquelle une lettre suit une autre lettre. Et ce qui est intéressant, parce que ça donne une sorte d'agencement, une responsabilité à chaque lettre vis-à-vis ses lettres voisinantes. Donc, ça donne une sorte d'activité, ou dynamisme presque anthropomorphique aux lettres. Et par exemple, il donnait l'exemple de chlam, qui veut dire la junk, poubelle, déchet en russe. Et quand on change le L à un R, ça devient chlam. Et que ce n'était pas une coïncidence pour lui. Et d'ailleurs, il était aussi il était assez pour l'idée de faire la rime interne des strophes. Celui-là, ce n'est pas moi qui l'a traduit, mais c'est assez bien traduit de l'anglais. Je vais vous le lire en russe parce que vous comprendrez ce dont il s'agit. Nash kochin, ochin azabochin, noj atochin, tochin ochin. Et en anglais, ce n'est pas une traduction exacte, mais c'est pas mal. Let us not be heads of lettuce. Let us not let knives upset us. Et d'ailleurs, quelqu'un qui lisait Chlebnikov, c'était B.I.G. Qui faisait la même chose. Non, mais c'est sérieux, c'est pas une blague. Il faisait la même chose dans ses rimes, en fait, et c'est pour une des raisons pour laquelle B.I.G. s'est distingué au début quand il est arrivé sur scène. Et il y a un exemple suivant.
Et Khlebnikov était connu comme le derviche perse, en fait. Khlebnikov, en 1920, il est descendu le Caucase, il est allé soutenir un guerrier plutôt socialiste qui était soutenu lui-même par les soviétiques pour soutenir en fait une république qui a duré que 9 mois sur la côte caspienne, une république qui s'appelle la République soviétique de Guilan. C'est une république sur la mer Caspienne, en Iran, mais complètement manigancée, manipulée par les soviétiques. Et quand on a fait l'expo au MoMA qui s'appelait Zaum en anglais, en fait, on ne trouvait pas une traduction qui nous plaisait. Zaum, ça veut dire littéralement à travers la raison. Za, c'est à travers. C'est l'esprit ou le cerveau. Donc en anglais, on le trouvait genre transrationnel. C'était des termes assez lourds. Il y avait un traducteur qui s'appelle Paul Schmidt, qui l'a traduit d'une façon assez belle. Il a appelé ça Beyond Sense. Et en Beyond Sense, ce qui est beau, c'est que tu as le mot nonsense dans Beyond Sense, mais tu as aussi Beyoncé dans Beyond Sense. Et je pense que Khlebnikov, qui ne croyait pas au hasard, il aurait été content de cette traduction-là. Ça, c'est Mirza Kuchak Jangali, le guerrier communiste qui l'a soutenu en 1920-1921. Et donc, pour l'expo au MoMA, quand le MoMA nous a invités, en fait, on avait un petit problème parce qu'on ne savait pas quoi faire, quel sujet traiter, parce que le MoMA, c'est une temple d'une interprétation de modernité. L'interprétation de modernité, acier, vert, héroïque, assez masculin, individualiste, très climatisé. Et pour nous, ça ne nous parlait pas. On voulait trouver une autre. On s'est dit, il doit y avoir une raison pour laquelle on a créé Slavs and Tatars. C'était justement de revendiquer d'autres formes de modernité qui ne seraient pas climatisées, qui seraient plutôt collectives, plutôt mystiques que rationnelles, etc. Et donc, justement, devant, on a mis ce qu'on appelle un kitab kebab. Un kitab kebab, c'est un kebab de livres. Kitab, ça veut dire livre, en fait. Et le kitab kebab, pour nous, c'est une sorte de, comment tu appelles ça, un thumbnail, un index un peu de notre travail, dans le sens où elle s'appuie en fait sur cette idée de comment traiter le savoir, pas d'une façon exclusivement cérébrale et analytique. Parce que parfois, le rapport qu'on a avec le livre, ce n'est pas un rapport à travers l'esprit, c'est parfois digestif, parfois d'autres organes. Et aussi, en général, on dit qu'il y a 3 formes de savoir. Le savoir, ce que j'appelle le savoir russe et allemand, qui est très vertical, genre le mathématique, le scientifique qui sait tout. Tu vois, c'est tout d'un sujet. Et puis il y a l'anglo-saxon, tu vois, horizontal, un peu de tout, mais rien vraiment, très bien. Et pour nous, le défi, c'est comment réunir l'axe horizontal avec l'axe vertical. Et ça serait la diagonale. Donc comment réunir l'étendue de l'horizontal avec la profondeur ou le scope du vertical. Donc Molla Nasreddin, c'est aussi le nom d'un journal satirique qui était le journal le plus important du XXe siècle, du monde musulman, publié entre 1906 et 1930 à Tbilissi et à Bakou, et très progressiste pour les droits de femmes, contre le cléricalisme, contre le fondamentalisme. Et ça, par exemple, il y a un dessin d'un mari avec sa femme musulmane et le même mec avec son amant russe. Donc le double standard vis-à-vis les femmes chrétiennes et les femmes musulmanes. Mais d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais l'Azerbaïdjan a donné le droit de vote aux femmes avant n'importe quel pays européen. Donc un pays musulman a donné le droit de vote aux femmes avant tout pays occidental. Et ce qui est important aussi, de révolutionnaire de ce journal, c'est qu'ils ont publié en azerbaïdjanais, qui était à l'époque considéré comme un dialecte et pas une langue officielle. Les Azerbaïdjanais à l'époque, soit ils publiaient en russe,
soit en turc istanbuli, Istanbul. Et donc il y a beaucoup de dessins où l'Azerbaïdjanais est en train d'avoir sa langue coupée par les députés du Parlement russe pour être remplacé par une langue russe. Et c'est là qu'on a flashé sur le changement d'alphabet la première fois, parce que dans une seule page, tu as 3 alphabets. Une seule page. Donc tu as l'alphabet cyrillique, Mollah Nasreddin, tu as l'alphabet arabe, Mollah Nasreddin, et tu as l'alphabet latin, Qimati, Kopek, Qimat, ça veut dire prix. Et on ne comprenait pas en fait, parce que comment c'est possible d'avoir sur une seule page une langue, mais 3 alphabets, 3 itérations de la même langue. En fait, la politique de Lénine et de Trotsky, ils considéraient la révolution de l'Orient de latiniser tous les musulmans de l'Union soviétique, en pensant que ça les séparera de la langue arabe, de l'alphabet arabe. Ils ne parlaient pas l'arabe, ils n'étaient pas arabophones, ils étaient turcophones, la plupart. Mais ils l'écrivaient, l'azerbaïdjanais, le tadjik, l'ouzbek, etc., ils l'écrivaient en lettres arabes. Lénine, il n'a pas vu ça de ses jours, donc c'est Staline qui l'a fait. Mais 10 ans après, imaginez un pays de la taille de Belgique, ramassez tous vos livres, brûlez-le et on va commencer à lire de gauche à droite au lieu de droite à gauche. 10 ans plus tard, et entre-temps, la Turquie a fait la même chose. Donc Staline était parano de pan-turquisme. Donc il a fait le même changement, sauf que cette fois-ci en cyrillisation. Et en 1991, retour au latin quand l'Union soviétique est tombée, s'est effondrée. Et donc, tu as une situation où 3 générations parlent la même langue, mais ne peuvent pas lire le même livre. Donc, tu es immigré dans ta propre langue. Et pour nous, il y a un proverbe en anglais, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. Et nous, on a fait un peu une adaptation où on a dit fool me once, shame on Arabic, fool me twice, shame on Cyrillic, fool me thrice, shame on Latin. On voulait changer le nom parce que c'était tellement difficile de trouver un traducteur qui lit 3 versions de sa propre langue qu'on devenait fou. On voulait l'appeler ça le Azeri parce qu'on ne s'en sortait plus. Finalement, on n'a pas pu trouver un traducteur qui fait toutes les 3. On était obligé de passer par le russe, donc un traducteur qui a fait azerbaïdjanais russe, et nous on a fait russe-anglais. Paul Ricoeur, il parle de la traduction comme une forme d'hospitalité linguistique, c'est-à-dire on invite l'autre dans sa langue et on s'exproprie, on s'expatrie dans la langue de l'autre. Et donc du coup, la transcription serait une sorte de langue en drag, travestie d'une certaine façon. C'est-à-dire c'est de porter l'identité de l'autre et de l'inviter l'autre de porter son identité à soi. On voit ça le mieux dans le pays d'Asie centrale. C'est une région qui tombe un peu entre les failles. C'est incroyable. C'est une chose que l'Occident ne pense jamais à l'Asie centrale, c'est-à-dire je suis prêt à parier qu'on sait mieux ce qui se passe sur Star Wars et Star Trek qu'au Kazakhstan. Ou qu'on connaît mieux la langue. Comment elle s'appelle la langue de Star Trek? Je ne sais pas non plus. Mais je suis sûr que les gens savent mieux les langues de Star Trek que les langues turcophones de l'Asie centrale. Et c'est une chose que ça soit le cas en Occident, mais même le pays musulman ont tendance à oublier l'Asie centrale, ce qui est vraiment tragique parce que quand on voit cet acronyme dans les bourses ou dans les prix de l'art, comme Abraj, etc., on voit toujours MENASA. MENASA, c'est Middle East, North Africa, South Asia. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec l'Asie centrale? Comment ils ont pu oublier une région, l'Asie centrale, une région qui est quand même l'âge doré de l'islam, ne s'est pas passé à Bagdad ou en Arabie Saoudite ou en Iran. Elle s'est passée sur les marges occidentales, donc Afrique du Nord, et les marges orientales, c'est-à-dire le Khorasan, ici, plutôt là. Et donc, juste pour donner quelques exemples, le plus grand ordre soufi, tariqat soufi, Naqshbandi, vient de là-bas. L'empire moghol, Babur, vient de là-bas. L'algèbre, Khwarezm, vient de là-bas. L'astronomie de Biruni vient de là-bas. Ibn Sina, de là-bas. Donc, je peux continuer. Et
Et c'est en fait parce qu'on utilise toujours un terme de guerre froide. Mais là, ça, c'est un terme de guerre froide. On a tendance à penser que les gens de l'Asie centrale sont des communistes qui boivent de la vodka, donc ils ne sont pas musulmans. En gros. Et c'est toujours, pour nous, le syncrétisme qu'on trouve dans l'islam là-bas, c'est un islam beaucoup plus progressiste qu'on trouve presque nulle part ailleurs ou dans le centre de l'islam. Et c'est souvent que c'est dans les marges des croyances ou dans les frontières des idéologies que les choses les plus intéressantes se trouvent ou se passent. Par exemple, ici, il y a des coutumes ou des rituels panthéistes, bouddhistes, hindous, comme un autel, un arbre de mûrier, c'est ça? Mulberry tree. Et donc, Bukhara est considérée comme la quatrième ville la plus sacrée de l'islam, après la Mecque, Médina et Jérusalem. On appelle Bukhara Sharif. Bukhara est le noble Bukhara, ou le Bukhara sacré. Et d'ailleurs, selon le hadith, Bukhara, c'est un des seuls endroits sur Terre qui illumine, qui ne reçoit pas la lumière du ciel, mais il y a tellement de saints qui sont morts à Bukhara qu'elle illumine, elle éclaircit les cieux. Et à Bukhara, il y avait toujours une population juive importante qui s'appelle les Juifs de Bukhara. Et les Juifs de Bukhara, ils pratiquent une langue travestie dans le sens où ils parlent le perse, ma langue maternelle, mais ils l'écrivent en hébreu. Donc c'est une sorte de collision de deux langues qu'on n'a pas tendance à considérer harmonieux ou ensemble aujourd'hui, malheureusement. Vous connaissez ce genre de blague, j'imagine, non? Vous avez vu, si vous avez été dans des campus américains, vous avez sûrement vu ce genre d'humour très très stupide. Il y a une autre version qui dit « two beers or not two beers », qui n'est pas plus intelligent. Mais c'est une question, en fait, c'est une blague qui rend une question assez existentielle, mais qui le plombe un peu, qui le rend complètement bête et qui le transforme en question de consommation. Et le défi pour nous, c'est toujours comment plutôt de relever ou de remonter à une question existentielle, ce qui n'est pas. Par exemple, si Jim il boit une bière ou pas, j'en ai rien à foutre en fait. Qu'il boive ou pas une bière, ça ne change rien. Mais à partir du moment qu'on écrit to beer or not to beer en lettres arabes, ça redevient une question d'identité. To beer or not to beer. Parce que pour moi, ou pour Kader, de boire une bière, c'est une question d'identité, de foi, d'appartenance et de communauté. Il y a une autre... Récemment, quand on faisait de la recherche sur l'orientalisme allemand, on s'est rendu compte en fait que les Allemands, au contraire des Français, des Anglais, ils avaient une histoire assez courte d'impérialisme, pas moins violente, mais beaucoup plus courte. Et d'ailleurs, ça changeait à la fin du 19e siècle, quand le Kaiser est allé à Damas, et il a fait un tour à Damas et à Jérusalem, et ça montre combien peu il a compris les musulmans, mais il a fait un toast aux musulmans du monde. Il a levé son verre, il a dit au sultan Abdulhamid, il a dit je voudrais vous saluer et vous dire que l'Allemagne est un ami de 300 millions de musulmans sur la terre. Et ce qu'il faisait déjà, il faisait les premiers pas qu'on verrait plus tard dans la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, une chose qu'il a fait aussi, c'est qu'il a donné un cadeau pour Saladin. En fait, Saladin est enterré ici et il considérait que le tombeau de Saladin n'est pas aussi haut de gamme. Il est un peu trop cheap. Donc, il a ramené un autre tombeau en marbre et les Arabes, ce que j'adore, ils ont accepté, mais ils n'ont pas changé. Ils ont juste dit, ok, bon, très très poli, mais on va juste le mettre à côté. Donc, tu as une expérience assez bizarre quand tu rentres voir Saladin. Tu as deux tombeaux. Et il y en a une qui est vide et l'autre qui est un peu comme ces jeux un peu dans lequel main c'est. Et
Et ça changeait en fait en Première Guerre mondiale, à la veille de la Première Guerre mondiale, il a convaincu, selon les gens, soit il a convaincu, soit c'était une collaboration avec le sultan ottoman de déclarer djihad sur le pays de l'entente, c'est-à-dire sur la France, l'Angleterre. Donc ça serait un djihad partiel, un djihad contre les Anglais, contre les Russes et contre les Français, mais du côté des Allemands, du côté des Autrichiens, des Austro-Hongrois et du côté des Turcs. Et quand ils ont déclaré ce djihad, peu après cette djihad, ils ont fait un camp de prisonniers pour les musulmans qu'ils ont arrêtés, qu'ils ont eu pendant la guerre. Ils ont créé un camp juste en dehors de Berlin qui s'appelait le camp de Wunsdorf, le Halbmondlager, le camp de moitié lune, demi-lune. Et c'est là où ils ont construit la première mosquée sur terre allemande, en fait. Et dans ce camp est devenu une sorte de camp de propagande. Ils voulaient montrer à quel point encore les Allemands sont potes des musulmans pour encourager les musulmans qui vivaient ou qui étaient sous le joug colonial des Français, des Russes et des Anglais, de se lever contre les maîtres coloniaux et de venir se battre du côté des Allemands et des Turcs. Donc dans ce camp, il y avait des jeux, il y avait de la cuisine halal, de la viande halal. Il y avait même un journal qui s'appelle El Jihad. Donc, le ministre des Affaires étrangères allemand a publié un journal qui s'appelle El Jihad. Et je pense que c'est le premier exemple d'instrumentalisation de l'islam politique par un pays occidental qu'on a vu malheureusement trop souvent dans le XXe siècle. Et c'était publié dans toutes les langues justement des sujets coloniaux, c'est-à-dire russe, arabe, turc, ce qu'ils appelaient turco-tatar, ce que j'ai toujours pas compris ce que c'est, mais je pense que c'était une sorte de turc générique. Nous, on a scotché sur ce mot djihad, parce que la succession, la suite de 4 consonnes D-S-C-H pour dire Dieu, ça nous semblait bizarre. Donc on a commencé à fouiller un peu dans le dictionnaire allemand, dans le Duden, qui est un peu le Robert, je pense, non, des Allemands. Et dans le Robert, tous les mots qui commencent avec... Parce qu'il n'y a pas de Dieu en allemand. Donc tous les mots qui commencent avec Dieu sont des mots, disons, exotiques. Jeddah, Djellaba, Djinn, Jizya, mon préféré, Dschungelfieber, Genghis Khan, Djihadismus, Djamma, la communauté musulmane, Djibouti. Mais en fait, c'est une façon pour la langue allemande de garder à distance les mots pour les marquer comme pas allemand. Parce que quand les Allemands boivent du gin and tonic, ils ne font pas gin and tonic D-A-C-H-I-N. Et quand ils achètent des jeans, ce n'est pas jeans D-A-C-H. Ce n'est pas des Levi's jeans D-A-C-H. Donc il y a certains mots qui passent avec le Dieu et d'autres qui ne passent pas. Donc, depuis 2-3 ans, normalement, on s'est concentré sur ce monde post-soviétique d'Asie centrale qui est majoritairement turcophone, à part le Tadjikistan qui parle perse. Mais depuis 2-3 ans, on a commencé à regarder les extrémités du monde turcophone, étant la Turquie elle-même, et le Xinjiang, là où il y a les Ouïghours. Les Ouïghours sont un peuple turc qui habite en Chine. Et d'ailleurs, c'est la seule partie de l'Asie centrale, historiquement, sous puissance chinoise et pas russe. Tout ça, c'est les pays qui parlent une version de langue issue du turc. Et ce qui est intéressant avec le Xinjiang, pour plusieurs raisons, c'est que c'est le seul peuple turc aujourd'hui qui écrivent toujours en lettres arabes. Donc les seuls gens turcs dans tout le monde, des Balkans, en traversant l'Anatolie jusqu'en l'Asie centrale et le Caucase, les seuls qui l'écrivent toujours en arabe sont en Chine. Et le Xinjiang, c'est un peu, pour donner une sorte d'analogie, le Xinjiang, c'est un peu l'Israël-Palestine, mais en stéroïdes. C'est-à-dire c'est la région la plus grande de la Chine, la région la moins peuplée et qui a toutes les richesses naturelles, le pétrole, le gaz naturel.
Et donc, on voit une certaine infiltration de population des Han sur les Ouïghours. Et partout, tu verras les deux alphabets, en fait, toujours arabes et les pictogrammes chinoises. Ce qui est intéressant, souvent on a tendance à mystifier les leaders chinois en disant qu'ils pensent à 50 ans d'avance par rapport aux autres en Occident. Et je ne sais pas si c'est sûr ou pas, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont changé l'alphabet en arabe, vers l'arabe en 83. Donc, en toute glasnost, imaginez que dans 5-6 ans, les pays voisins, leurs pays voisins, Turkménistan, Kazakhstan, etc., ils se prêtaient à être indépendants pour la première fois dans leur histoire. Et les Ouïghours aussi se disaient, c'est notre occasion, c'est maintenant ou jamais. Et les Chinois, en changeant leur alphabet de latin en arabe, ont créé une sorte de... ils ont fait de sorte que c'était plus légible. Ils ne pouvaient plus se parler ou s'écrire entre eux. Et bien sûr, la personne la plus connue pour cette question de romanisation, latinisation, c'est Atatürk. Et Atatürk, il a changé l'alphabet pour des raisons qu'on sait, idéologiques, c'est-à-dire qu'il voulait que le destin de son pays soit plutôt lié à l'Occident et pas au monde musulman. Mais il y a des raisons aussi objectives qu'on peut dire qu'il a changé d'alphabet. Les Turcs ont 8 ou 9 voyelles, dont en particulier le U et le E, qui ressemblent aux lettres, aux voyelles allemandes, avec le umlaut. Et en fait, l'alphabet arabe n'a que 3 lettres pour les voyelles, donc il ne pouvait pas s'accommoder aux diversités sonores du turc. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment qu'on change un alphabet, aussi, non seulement on ajoute des sons ou des lettres, mais on en perd aussi. C'est-à-dire, les Turcs avaient 2 formes de N, un N qu'on connaît tous, genre Nantes, never, et ils avaient un autre N qui se prononçait comme ça. Et quand moi j'entends ça me rappelle un son très asiatique, parce qu'il y a des millions de gens en Chine qui ont le prénom NG. C'est plutôt nasal. Et pour nous, ce qui est toujours intéressant, c'est à quel point certains organes de la langue peuvent être des sites de résistance à la langue, c'est-à-dire la gorge, le nez. Et d'ailleurs, tous les organes de langue sont des organes ce sont des organes ou des parties du corps assez érogènes, donc assez sensuelles. Et les Turcs, par exemple, tous les mots même assez répandus, comme la mer Noire en turc, on appelait ça deniz. Et avant, c'était dangiz. C'était au fin fond de nasal cavity. Et ce n'est pas un hasard qu'ils ont laissé tomber cette voyelle, parce que ça rappelle encore une fois les origines complètement asiatiques et altaïques de la Turquie. La Turquie, c'est un des seuls pays dans le vieux continent, disons, où la langue ne vient pas des terres à côté. C'est-à-dire la langue turque, elle vient d'ici. Et elle déjoue un peu ce cliché de la Turquie qu'on voit sur CNN, pont entre l'Asie et l'Europe, etc. Bon, cette voyelle, c'est l'exception. Et donc, un autre livre qu'on a fait s'appelle « Naughty Nasals » sur les nasales. Et les nasales polonais aussi posaient un problème aux Russes qui voulaient cyrilliser le polonais. Le russe n'a pas de son nasal. Il y a très très peu de langues slaves qui ont des voyelles nasales. Et donc les Polonais, ils ont ces deux-là, ao et ao. C'est pour ça que quand on entend le polonais, parfois si vite fait on l'entend en passant, on a l'impression que c'est du portugais ou du brésilien, parce que ça a le même nasal, nasals. Donc on a créé un nez en fait, basé sur le nez de la femme d'une artiste très connue azerbaïdjanaise, un nez très beau, très turc, qui s'appelle un nose twister. Donc justement, comment on peut faire une sorte de grand écart pour les deux N, le N qui est le Nantes et le N qui est le . Et on a fait
une meuble avec le nez qui essaie de faire les deux, contre lequel les gens peuvent s'asseoir et lire, etc. Donc, une des articles qui était assez intéressant en faisant notre recherche, c'était pourquoi certaines langues changent facilement vers d'autres alphabets et pourquoi d'autres ne réussissent pas. Parce que quand l'hébreu a été ressuscité, quand elle était restaurée comme langue, disons pas liturgique mais quotidienne, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, vous savez bien que la plupart des zionistes étaient des juifs d'Europe qui écrivaient en lettres latines. Donc il y avait un grand projet de peut-être, pourquoi pas juste faire l'hébreu en lettres latines. Et un prof qui est à Ankara, il a fait une sorte de critère pour juger si une langue pourrait réussir à changer ou pas. Il a comparé le turc et l'hébreu. Il a dit que déjà, le premier critère, c'est qu'il faut avoir une complexe d'infériorité vis-à-vis de l'alphabet qu'on veut changer. Et bon, les Juifs de l'Europe, fin 19e, début 20e, n'avaient pas cette complexe que les Turcs avaient. Deuxième critère, c'est que ça aide quand le taux d'alphabétisme est pas très élevé. Les Turcs étaient à 5% alphabétisés, literate, qui pouvaient lire. Et les Juifs d'Europe étaient à 30-40, donc c'est beaucoup plus difficile de changer, forcément. Et ça, c'est pour... On a presque fini, mais je voulais juste... Il n'y a plus de traduction, non? Ils sont partis. Ils sont où, nos traducteurs simultanés? Ah, je voulais faire un hommage à eux, quand même. Bon. Vous êtes où? Vous êtes là, quelque part, ou pas? Non? Les ingrats. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai vécu en Russie, c'était en 96. Je suis allé voir un film de Pasolini. Je ne connaissais pas Pasolini et je ne connaissais pas trop le russe à l'époque. J'étais à peine arrivé 2 semaines à Saint-Pétersbourg et je vais voir le film. Et il projette le film de Pasolini et d'une baffe, il y a l'italien à fond et de l'autre le russe. Pardon. Et puis il y a une femme devant l'écran qui traduit comme ça toutes les jeux de personnages, même voix, pas de changement de ton, comme ça, 2 heures comme ça. Je ne comprenais pas, je pensais que c'était une performance ou quelque chose. Pourquoi il ne baisse pas l'italien que j'entende une seule langue? Et figurez-vous en fait que c'était un phénomène qui s'appelle Gavrilov's technique ou voice over translation et qu'on voit toujours en Russie, à la télé et en Pologne, c'est-à-dire on voit un film et ils ne baissent pas le son original, ils laissent mais ils ne font pas le doublage, donc ils baissent pas le jeu d'acteur, mais ils ont quelqu'un qui parle par-dessus. Et c'est une sorte de maximalisme des moyens pauvres, parce qu'ils veulent d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est ça? Ils veulent les deux. Donc ils veulent entendre le jeu d'acteur, de comédien, mais ils veulent comprendre aussi. Donc ce que vous trouvez, ça crée une sorte d'espace d'hospitalité à l'intérieur d'une traduction. Et je vous montrerai juste... Vous pouvez appuyer sur Play, s'il vous plaît. Une scène de Pulp Fiction. Voilà. Vous pouvez appuyer dessus, encore une fois, s'il vous plaît. Myślałem, że to Europejczyk. Taki z niego Europejczyk jak z ziela angielskiego. Ale był w porządku, absolutnie. Wszystko pod kontrolą. Nawet się nie wkurwił, jak się stawiałeś. Aż się zdziwiłem. Chcesz bekona? Nie jem wieprzowiny. Jesteś Żydem? Nie jestem Żydem, ale nie podchodzą mi świnie. Dlaczego? Bo są od mięsa. Nie jem takich zwierząt. Zaczął jest pyszny. Kotlety są pyszne. Może i szczur smakuje jak ptyś. Nie wiem, bo i tak nie zjadłbym skurwiela. Świnie śpią i ryją we własnym gównie, dlatego są obmierzłe. Nie wezmę do ust niczego, co lubi własne odchody. A psy? Psy zjadają własne gówno. Psów też nie jadę. Ale uważasz, że psy są obmierzłe? Donc, apparemment, pendant les années 80, quand il y avait des films contrebande qui n'étaient pas
accepté, qui n'était pas sorti officiellement par le communiste, une sorte de samizdat. Un homme qui était la voix la plus connue, qui s'appelait Gavrilov, il traduisait les films interdits, mais il les traduisait comme ça, avec son nez nasal, pour qu'on ne reconnaisse pas sa voix, pour qu'on ne puisse pas la chercher en justice. Donc il y a toute une série de films de Die Hard à Terminator, traduits comme ça. Donc, qui s'appelle une autre forme de pensée, le nasal. Je vais finir avec une citation de Marshall McLuhan. Le mythe grec de l'alphabet était que Cadmus, le roi qui introduit les lettres phonétiques en Grèce, a semé les dents du dragon et ils sont ressurgis comme des hommes armés. Les langues sont témoins à la puissance dévoratrice des dents, que la puissance des lettres comme agent d'un ordre agressif soit exprimée comme des extensions des dents du dragon est naturelle. Les dents sont emphatiquement visuelles et les lettres sont non seulement comme des dents visuellement, mais leur capacité de permettre aux dents de construire l'empire est manifeste dans notre histoire occidentale. Merci à Lionel et à Kader et à tout le monde. Merci Payam. Juste une seconde, merci Payam.